Salut les passionnés de préparation physique et de kinésithérapie, ici Nathan Toiti sur NeuroXtrain. Aujourd'hui, plongeons dans un aspect essentiel des sports collectifs, les accélérations et décélérations. Ces mouvements dynamiques sont cruciaux, mais souvent sous-estimés. Restez avec nous pour découvrir leur impact sur la performance et la prévention des blessures. Premièrement, voyons un aperçu critique. Les matchs de haut niveau exigent des athlètes des actions intenses, notamment des accélérations et des décélérations. Mais comprenons-nous vraiment la différence entre ces deux mouvements? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Premièrement, l'impact physiologique et mécanique. Les accélérations sont coûteuses en énergie, tandis que les décélérations imposent des charges mécaniques plus importantes. Cela a un sens, non? Imaginez les contraintes lors de freinage soudain. C'est là que réside un dilemme. Des forces élevées peuvent causer des dommages, surtout si elles ne sont pas gérées efficacement. En ce qui concerne la fréquence et la performance, les athlètes d'élite peuvent maintenir une fréquence plus élevée d'accélération et de décélération. Pourquoi? Eh bien parce que cela les prépare aux exigences du jeu, au changement de vitesse rapide. Mais comment cela impacte-t-il la performance et la fatigue? Pour cela, nous allons plonger dans des données. Les accélérations dominent dans les plages d'intensité faible à modérée, tandis que les décélérations prennent le devant dans les intensités élevées. En football par exemple, des décélérations de haute intensité sont jusqu'à 2,9 fois plus fréquentes que les accélérations à haute intensité. Entrons à présent dans la technicité. Les forces impliquées dans les décélérations sont-elles des médiateurs critiques? Les chercheurs pensent que oui. La fatigue, les microtraumatismes, tout cela contribue à diminuer les capacités de coordination nécessaires pour dissiper ces charges. C'est comme un cercle vicieux. Par rapport aux accélérations, dites plus concentriques, l'activité de freinage soudain, implicite dans les décélérations, exige des contractions plus excentriques et quasi isométriques intenses. Ces modes de contraction sont capables de générer des contraintes musculaires plus élevées que les actions concentriques. Néanmoins, vraisemblablement en raison des charges mécaniques élevées subies pendant les décélérations, la fatigue et les microtraumatismes tissulaires imposés à la suite des activités de décélération sont plus importants qu'à la suite d'accélérations d'intensité similaires. Par conséquent, il semblerait que la charge par mètre subie pendant les décélérations soit jusqu'à 65% plus élevée que pour toutes les autres activités du match et environ 37% plus élevée que lors des accélérations. Et maintenant, la nouveauté. Une étude récente a examiné les forces musculaires dans le contexte de la décélération. Et résultat, la force excentrique des quadriceps et la force concentrique des fléchisseurs et extenseurs du genou ont un rôle crucial. Des informations pratiques pour les entraîneurs et les praticiens médicaux. L'étude de Harper et ses collaborateurs est la première étude visant à mesurer les capacités de force excentrique et concentrique des fléchisseurs et des extenseurs du genou afin de les mettre en relation avec les décélérations à partir de vitesses de sprint élevées. La force excentrique du quadriceps testée avec une machine isocinétique à une vitesse angulaire lente était la seule composante de force excentrique liée à la fois à la distance et au temps pour s'arrêter. Il est intéressant de noter que la force concentrique des fléchisseurs et extenseurs du genou à des vitesses angulaires plus élevées a démontré être les facteurs alliant la plus grande influence sur la capacité de décélération. Bien que les corrélations rapportées dans cette étude ne puissent pas présumer de la causalité, ces résultats fournissent de nouvelles informations potentiellement utiles aux entraîneurs, aux sport scientists, aux praticiens médicaux concernés par la préparation des joueurs aux fréquentes décélérations à haute intensité dans les matchs de football. Il serait donc intéressant de travailler la force concentrique des ischio-jambiers et des quadriceps ainsi que la force excentrique des quadriceps pour préparer au mieux les joueurs aux décélérations qu'ils vont devoir effectuer pendant le match. Alors, faut-il améliorer la résilience à la décélération? Les auteurs mettent en lumière le déficit actuel en termes de recommandations validées pour améliorer les capacités de décélération, soulignant ainsi un domaine relativement négligé dans la littérature scientifique. Ils proposent plusieurs points prioritaires pour stimuler les discussions futures dans ce domaine. Premièrement, ils soulignent l'importance de mesurer et gérer les charges de décélération, considérant les volumes et les intensités de décélération comme des indicateurs sensibles de la charge tissulaire, des dommages potentiels et par conséquent du risque de blessure associé.
La sélection de variables quantifiables et de procédures méthodologiques précises pour mesurer et gérer ces charges est donc essentielle. Par exemple, quantifier l'impulsion de décélération par appui à l'aide de nouvelles mesures pourrait fournir des informations plus précises. Deuxièmement, les auteurs préconisent le suivi de l'exposition progressive aux décélérations. Ils suggèrent que la préparation optimale du match devrait inclure une exposition graduelle aux charges de décélération. Cela nécessiterait une surveillance régulière et sensible de la charge induite par la décélération avec des ajustements progressifs en conséquence. Il cite la diminution de la force excentrique mesurée lors d'un simple saut en contre-mouvement comme un indicateur fiable de la fatigue liée à la décélération. Troisièmement, les auteurs insistent sur la nécessité de sélectionner des stratégies d'entraînement spécifiques visant à améliorer la capacité de décélération. Ils soulignent que les conséquences néfastes des décélérations fréquentes et intenses nécessitent des approches spécifiques pour atténuer les effets négatifs. Ils suggèrent que la résilience à l'activité de décélération peut être améliorée en renforçant les capacités de charge des tissus des membres inférieurs et en maintenant la coordination des membres inférieurs lors de la décélération. Des exercices favorisant une utilisation plus sensible et précise des modèles de co-contraction musculaire ainsi que des stratégies de positionnement des pieds sont proposés pour solliciter efficacement la coordination. En conclusion, les auteurs notent que la recherche préalable s'est principalement concentrée sur l'amélioration des capacités d'accélération et de course à grande vitesse, laissant un besoin urgent de développer des techniques d'entraînement axées sur l'amélioration des capacités de décélération. Ils soulignent que cela doit être accompagné de stratégies de suivi pour mieux discerner et quantifier les facteurs de stress mécanique spécifiques à l'origine des déficits imposés par la décélération. Ces recommandations revêtent une importance particulière pour ceux chargés de la gestion, de l'exécution et du suivi des interventions d'entraînement visant à améliorer la résilience aux blessures et à réduire le risque de blessure. Voilà pour notre plongée dans le monde des accélérations et des décélérations. Comprenez-les, mesurez-les et entraînez-vous ou vos athlètes en conséquence. Si vous avez apprécié cette exploration, likez, partagez, abonnez-vous et restons connectés pour plus d'analyses approfondies sur la physiologie du sport. C'était Nathan Toiti et je vous dis à la prochaine sur NeuroXtreme. Ciao.